Soudan du Sud, le coronavirus touche désormais les cadres supérieurs du pays. Le premier vice-président a contracté le virus, ainsi que plusieurs ministres qui faisaient partie du comité national sur l'épidémie. Au Nigeria, le gouvernement a prolongé le confinement dans la région nord de Kano. Pour faire respecter les mesures sanitaires, la police de la charia est postée dans les mosquées où a lieu la prière du vendredi. Et puis la Centrafrique a enregistré son premier décès attribué à la pandémie de coronavirus. Le pays compte à ce jour 552 cas positifs et 18 guéris sur près de 12 000 personnes dépistées. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Nigeria, pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement a prolongé le confinement dans la région nord de Kano, qui est devenu un point chaud pour les nouvelles infections. Pour faire respecter les mesures sanitaires, la police de la charia a été disposée dans les mosquées où a lieu la prière du vendredi. Voici les images. À Kano, la ville la plus peuplée du nord du Nigeria, la police religieuse, Isba Corps, veille à l'application des mesures sanitaires pendant la prière du vendredi à la mosquée centrale de Otoro. Les habitants qui assistent à la prière du vendredi disent que tout le monde est heureux, que les prières puissent avoir lieu comme d'habitude. Aucun musulman n'est heureux lorsqu'il ne peut pas assister à la prière du vendredi. Mais comme c'est le résultat d'une pandémie, nous l'avons pris en toute bonne foi et sommes restés à la maison. Nous sommes tous heureux et je suis également très heureux en tant que musulman que les prières du vendredi aient lieu. En regardant les visages des fidèles, il est évident que tout le monde est heureux, qu'après que la prière n'ait pas eu lieu pendant quelques semaines, elle a lieu aujourd'hui et tout le monde est heureux. Nous remercions Allah pour cela. La grande capitale du nord du Nigeria enregistrait ce vendredi 875 cas de contamination au Covid-19 et 36 morts selon les chiffres officiels. Mais des centaines de morts mystérieuses ont été déclarées à travers la ville où la situation est gravement préoccupante, selon les autorités. La communauté musulmane du monde entier célèbre l'Aïd el-Fitr en pleine pandémie de Covid-19. En Tunisie, des milliers de personnes rentrées au pays juste à temps pour cette célébration passeront cette fête loin de leur famille, obligées de s'isoler en quarantaine dans des hôtels afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. L'épidémie a marqué le pas en Tunisie avec peu de nouveaux malades officiellement identifiés par semaine et 47 décès au total depuis le début de la pandémie. Il faut dire que les autorités ont en conséquence commencé à lever la mesure de confinement strict mise en place dès les premiers cas enregistrés au mois de mars. Mais l'isolement hors du domicile reste obligatoire pour les personnes arrivant de l'étranger. Je vous propose à présent d'écouter les réactions de quelques Tunisiens restés en quarantaine loin de leur famille en cette fête de l'Aïd el-Fitr. Pour l'Aïd, en fait, vu que ma famille m'a déjà amené des petits gâteaux, donc je vais les savourer. Puis je vais passer probablement la journée de l'Aïd sur le téléphone avec ma famille. Là. Journée d'Aïd normale, vous savez, c'est les enfants qui portent les nouveaux vêtements. Ils sont tout contents, on se visite entre nous, toute la famille. Enfin, c'est une occasion où toute la famille peut se voir, c'est bien l'Aïd. Et donc malheureusement, cette fois-ci, je serai un petit peu isolée. Mais bon, je continuerai à faire mes visites par Skype. De confinement. Donc ça rentre dans le cadre d'un bouquet de précautions à visée préventive. Donc les gens sont là pour des raisons de santé essentiellement. Ils sont confinés pendant 14 jours au moins. Et tout dépend donc de la situation épidémique dans le groupe. Et lors de ce séjour, il y a bien sûr même un régime interne donc à respecter, des conditions de confinement à respecter. Jusqu'à maintenant, donc, en Tunisie, il y a eu à peu près 15 000 confinés, et parmi lesquels il y a eu, bien sûr, on a détecté quelques cas positifs. Et dans ce cas-là, donc, il y a des mesures donc, préventives donc, à prendre.
Au Soudan du Sud, la crise du nouveau coronavirus touche désormais les cadres supérieurs du pays. Le premier vice-président Riek Machar a contracté le virus ainsi que plusieurs autres ministres qui faisaient partie du comité national sur le coronavirus. Aucune précision n'a été donnée sur le nombre exact de ministres infectés ni leur nom. Lors d'une conférence de presse, le sous-secrétaire du ministère de la Santé a assuré que le président Salva Kiir, lui, n'est pas infecté. Parmi les ministres et le premier vice-président, beaucoup ont été testés positifs, mais beaucoup d'entre nous ont été testés négatifs aussi. Je ne peux pas vous dire combien de ministres ont été testés positifs. Je ne peux pas vous dire non plus les noms de ces ministres. Mais bien sûr, vous savez que le premier vice-président a fait une déclaration publique. Le ministre de la Défense a fait une déclaration hier. Le ministre de l'Information a fait une déclaration aussi à ce sujet. Cela porte à 563 le nombre total de cas au Soudan du Sud. 6 décès à ce jour, mais nous avons également 6 sorties de patients que nous avons admis et dont nous avons assuré le suivi au cours des jours précédents. Le président est en bonne santé. C'est, il n'est pas positif. L'information selon laquelle il est positif fait partie de la désinformation. S'il était testé positif, il aurait certainement fait une annonce publique, comme l'a fait le premier vice-président Machar. En bref, la Centrafrique a enregistré son premier décès attribué au coronavirus. Le pays compte à ce jour 552 cas positifs et 18 guéris sur près de 12 000 personnes dépistées. Le pays est ravagé par une guerre civile depuis 2013 et particulièrement mal armé pour faire face à l'épidémie de coronavirus. En l'absence d'infrastructures hospitalières suffisantes, la riposte est principalement axée sur la prévention, notamment la fermeture des frontières terrestres et aérienne, la fermeture des bars, des discothèques et la limitation des attroupements. Au Mali, Clément Dembélé a recouvré sa liberté vendredi. Le président de la plateforme contre la corruption et le chômage au Mali reste cependant dans les liens de la justice. Il sera jugé le 1er juillet prochain pour incitation à la violence. Le président de la plateforme contre la corruption et le chômage au Mali est libre de ses mouvements. Clément Dembélé, qui avait été arrêté le 9 mai pour avoir appelé dans une vidéo les forces de sécurité à se révolter contre le pouvoir, a été libéré vendredi. L'homme sera cependant jugé le 1er juillet prochain pour incitation à la violence. Son arrestation n'avait jamais été confirmée publiquement par les autorités maliennes. Le silence sur son sort et l'endroit où il se trouvait avaient donné lieu à d'abondantes spéculations. Une centaine de personnes avaient manifesté en sa faveur mardi à Bamako, persuadées qu'il avait été enlevé et donc porté disparu à jamais. Selon une source judiciaire malienne, Clément Dembélé a été présenté au procureur de la République ce vendredi. Une autre source judiciaire a confirmé l'information et a ajouté que ses problèmes avec la justice n'ont rien à voir avec ses activités de lutte contre la corruption. Précisons que le Mali est classé 130e sur 180 pays en 2019 sur l'indice de corruption dans le secteur public établi par l'organisation spécialisée Transparency International. Au Rwanda, les réactions fusent de partout suite à l'annonce du décès d'Augustin Bizimana, l'un des principaux fugitifs poursuivis par la justice internationale dans le cadre du génocide rwandais. Son décès, dont la date est estimée à août 2000, a pu être confirmé à l'issue de l'identification formelle des restes de son corps retrouvés dans un cimetière à Pointe-Noire, au Congo. Une mort qui est loin de réjouir les survivants du génocide.
L'annonce de la mort d'Augustin Bizimana est tombée comme un véritable coup de massue à Kigali. Poursuivi par la justice internationale, cet agronome de formation, devenu en tant que ministre de la Défense l'un des hauts commanditaires du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis au Rwanda, est décédé probablement depuis août 2000. Augustin Bizimana, il a fui la justice pendant plusieurs années. Il a fui la justice jusqu'à ce qu'il soit mort. Donc, il est parti avec tout ce qu'on attendait de lui. La mort d'Augustin Bizimana a été confirmée vendredi par le mécanisme des tribunaux pénaux internationaux à l'issue de l'identification formelle des restes de son corps retrouvés dans un cimetière de Pointe-Noire au Congo. Il avait été inculpé en 1998 des chefs d'accusation de génocide, meurtre, viol et torture par le tribunal pénal international pour le Rwanda. La justice n'a pas été rendue. Donc, pour nous, on n'est pas satisfait. L'annonce de la mort d'Augustin Bizimana intervient quelques jours seulement après l'arrestation du financier présumé du génocide, arrêté près de Paris après 25 ans de traque. Âgé de 84 ans et classé parmi les fugitifs les plus recherchés au monde, Félicien Kabuga est notamment mis en accusation pour génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l'humanité. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.